Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Avant de commencer, un petit point sur la chaîne. Pendant des années, vous nous avez supportés sur Utip et Tipeee. Vous savez peut-être que Utip a récemment fermé. Il n'est donc plus possible de nous supporter par ce moyen. Ces fermetures du jour au lendemain, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une situation stable pour nous. Pour simplifier les choses, nous avons décidé de tout centraliser sur YouTube. Nous allons donc aussi fermer Tipeee. Si vous souhaitez continuer à nous apporter votre support, vous pouvez passer directement par YouTube, soit via des donations ponctuelles, les Super Thanks, soit via des abonnements. Cela est possible via les boutons rejoindre et merci qui sont juste en dessous de la vidéo. Pour les nouveaux abonnés qui nous rejoindront, vous recevrez un statut Discord exclusif ainsi que des badges à afficher à côté de votre pseudo. Vous aurez sur Discord un salon dédié pour échanger avec nous. Votre soutien nous a énormément aidé tout au long des 6 années d'existence de la chaîne. Nous souhaitons donc aussi profiter de ce message pour vous adresser nos remerciements. Et croyez-moi, ça vient du cœur. Allez, trêve de bavardage et place aux actualités spatiales. Près de 2 semaines se sont écoulées depuis la tentative de vol orbital du Starship. Après une première série d'analyses principalement issues d'observateurs externes, on peut maintenant enfin connaître le point de vue de SpaceX. Le 30 avril, Elon Musk, le dirigeant de l'entreprise, s'est livré à un débrief assez poussé du vol sur sa plateforme préférée. Il est revenu sur ce qui a plutôt bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui est complètement à revoir et les prochaines étapes pour le programme de test. On a ainsi appris que le vol s'est à peu près déroulé comme SpaceX s'y attendait, voire même un peu mieux. La résistance structurelle du combo Starship plus Super Heavy semble ainsi meilleure qu'attendue. Un gratte-ciel d'acier de 120 mètres de haut qui fait des loopings à 2000 km/h sans se disloquer, c'est en effet le signe d'une structure solide. L'extinction prématurée de moteurs Raptor est par ailleurs moins importante qu'estimée. En effet, SpaceX a décidé de ne tout simplement pas démarrer 3 d'entre eux. On y apprend au passage que Super Heavy a besoin d'au moins 30 Raptors actifs pour décoller. Les marges étaient donc inexistantes. Au niveau des choses qui se sont moins bien passées, on a une chronologie assez précise des dysfonctionnements. Il y a bien sûr le pas de tir qui va être complètement modifié. Une grande quantité d'acier va être placée sous la tour de lancement. Les tractopelles sont déjà à l'œuvre à Boca Chica pour nettoyer les dégâts. Musk estime que le retour en vol pourrait être assez rapide, mais cela ne dépend pas de lui. La FAA doit donner son accord et il faudra pour ça être convaincant. Une fois que la fusée a décollé, SpaceX confirme une explosion à T plus 27 secondes. Celle-ci a fait perdre les communications avec le lanceur. Les boucliers thermiques des moteurs 17, 18, 19 et 20 y ont potentiellement été endommagés. À T plus 85 secondes, la fusée a perdu sa capacité de contrôle par poussée vectorielle, ce qui explique pourquoi elle est partie en looping. C'est cette perte de contrôle qui a empêché la séparation des étages. Le booster B9 et ses commandes de poussée vectorielle électrique devraient normalement apporter une solution à ce problème. Un des dysfonctionnements majeurs est à mettre au compte du système d'autodestruction de la fusée. Il a mis très longtemps à détruire les réservoirs une fois la commande envoyée. Il va là aussi falloir convaincre la FAA qui ne laissera pas voler une fusée sans un système d'autodestruction parfaitement au point. SpaceX espère donc revenir à la charge avec son booster B9 assez rapidement, si possible dès cette année. Il va falloir installer la plaque d'acier sous le pad de lancement, requalifier ce dernier et le système d'autodestruction et espérer que le vol suivant se passe mieux. SpaceX compte injecter 2 milliards de dollars dans le programme Starship cette année. L'entreprise annonce avoir les finances nécessaires et ne procédera donc pas à une levée de fonds dédiée. On va donc attendre de voir s'ils sont effectivement capables de passer rapidement à l'étape suivante. Elon Musk annonce par ailleurs qu'il n'est pas inquiet pour le programme HLS et que le Starship ne sera pas le dernier élément à être prêt pour Artemis 3. La mission ne sera certainement pas menable en 2025, 2026 ou 2027 pourrait éventuellement rester jouable si les essais suivants du vaisseau montrent des progrès notables. La NASA va de toute manière vite devoir conforter ou réviser son choix. La pression chinoise se fait en effet de plus en plus forte et de plus en plus crédible. Voilà quelques jours, Wu Weiren, un des pontes du programme spatial chinois, a évoqué une première mission habitée vers la Lune avant 2030. Elle se ferait avec des éléments légers pour des séjours courts. Cela a le mérite de demander moins de développement lourd que le programme Artemis.
cela ne signifie pas que la Chine trouve le Starship non pertinent, bien au contraire. Ces dernières semaines, on a en effet aussi vu émerger ce visuel. Il s'agit de la Longue March 9 en mode entièrement réutilisable. Et on voit bien évidemment tout de suite où se situe l'inspiration. Pour rappel, la Longue March 9 s'annonce comme un lanceur surpuissant. Avec 10,6 mètres de diamètre, il devrait être capable de placer 150 tonnes en orbite basse ou 50 tonnes en injection translunaire. L'agence spatiale chinoise le voit désormais comme un lanceur entièrement réutilisable. On verra s'il s'agit d'une copie conforme du Starship ou si la Chine adopte quelques innovations propres. Le pays espère en tout cas voir voler cette gigantesque fusée en 2033. C'est elle qui permettra le passage de courtes missions à la surface lunaire à une présence plus permanente et à des capacités augmentées. La Chine espère par ailleurs transformer son effort lunaire en coopération internationale. Elle va créer d'ici quelques semaines une organisation dédiée. Elle aura pour but de synchroniser les efforts en vue de mettre en place la base ILRS. On peut voir cette initiative comme un miroir des accords Artemis. C'est peut-être ainsi dans l'espace qu'on va voir émerger de manière très claire quels sont les alliés des deux blocs rivaux, américains d'un côté et chinois de l'autre. Ce jeu de lutte d'influence lunaire est particulièrement visible en France. L'Hexagone est fermement engagé auprès de son allié américain et a signé les accords Artemis. Une opération de séduction chinoise a cependant été tentée. La France est l'unique pays occidental à avoir reçu des échantillons lunaires collectés par la mission Chang'e 5. 1,5 g de précieuses poussières qui ont été offerts pendant la visite d'Emmanuel Macron le mois dernier. La rivalité entre l'Occident et la Chine va aussi se jouer sur Mars. Les deux blocs préparent des missions de retour d'échantillons de la planète rouge. On sait déjà à peu près à quoi l'architecture américano-européenne devrait ressembler. Le rover Perseverance en est la première brique. Côté chinois, quelques détails ont émergé voilà une dizaine de jours. La mission de retour d'échantillons se dénommera Tianwen-3. Elle aura recours à 2 fusées Longue March 5. Une pour lancer l'atterrisseur et le module d'ascension, et l'autre pour lancer l'orbiteur et le vaisseau de retour vers la Terre. La Chine espère collecter 500 g d'échantillons de la planète rouge. Ils seront acquis en 3 endroits distincts. Le premier sera simplement collecté à la surface, là où sera positionné l'atterrisseur. Le deuxième échantillon sera le résultat d'un forage dont la profondeur n'est pas encore connue. En fonction du site visé, cela pourrait être l'occasion d'atteindre des couches de permafrost martien. Le troisième échantillon sera collecté à distance par le biais d'un drone hélicoptère ou d'un robot marcheur à 6 pattes. Plusieurs échantillons pourront éventuellement être collectés avec chaque méthode. Ce sont la fenêtre de tir et la capacité de 500 g qui poseront une limite au nombre d'échantillons. Le message est en tout cas clair pour la NASA et l'ESA. Si elles ne sont pas capables de poser des humains sur la Lune ou de ramener des échantillons de Mars, c'est la Chine qui s'en chargera et qui récoltera bien évidemment tout le soft power qui va avec. Un peu plus loin à l'est, l'entreprise japonaise iSpace vient de nous montrer qu'aller sur la Lune n'est pas toujours une partie de plaisir. Issue du Google Lunar X Prize, iSpace espérait devenir la première entreprise au monde à se poser sur notre satellite. Elle a échoué à un cheveu de son objectif. Son atterrisseur Akuto Air avait été lancé par une Falcon 9 en décembre dernier. Après quelques mois de voyage, il a commencé à descendre vers la surface lunaire le 25 avril. Dans un premier temps, tout s'est bien déroulé. Mais les communications ont été perdues juste avant l'alunissage. Elles n'ont jamais pu être rétablies et iSpace a déclaré avoir perdu la mission. En attendant d'en savoir plus, des observations de radio amateurs pointent vers une panne sèche, ou à minima un problème d'alimentation des moteurs, 90 secondes avant l'arrivée prévue à la surface. En l'absence de propulsion, Akuto Air aurait accéléré en chute libre et a probablement heurté la surface à 4 ou 500 km/h. Autrement dit, il n'en reste plus grand-chose. iSpace espère mener une autre mission lunaire dès l'année prochaine. L'entreprise a montré qu'elle savait maîtriser 99% du voyage. Il reste à peaufiner l'approche finale. Il y a quelques années, la mission Bereshit, elle aussi issue du Google Lunar X Prize, avait subi un sort similaire. Cela nous rappelle à quel point il est difficile de se poser sur la Lune. Seuls les États-Unis, l'URSS et la Chine y sont parvenus.
Si iSpace n'arrive pas à les rejoindre, ce sera peut-être une des missions du programme CLPS qui y parviendra. À partir de cette année, une ribambelle d'entreprises privées américaines vont tenter de se poser sur la Lune pour le compte de la NASA. Elles vont déposer des charges utiles qui aideront à préparer le programme Artemis. Astrobotic, Intuitive Machines, Masten Space, Firefly Aerospace et Draper devraient ainsi tenter leur chance d'ici 2026. L'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic sera normalement le premier à décoller. Sa mission est de se poser dans l'hémisphère nord sur un dôme volcanique pour y apporter 90 kg de charge utile. Son lancement devait se faire après-demain lors du vol inaugural de la fusée Vulcan du LA. Seulement, celle-ci a connu un petit incident de test voilà quelques semaines. Il faut donc maintenant compter plutôt sur juin ou juillet. C'est un vol qu'on suivra avec attention à la fois pour le lancement de la mission lunaire de Peregrine et pour la première de la nouvelle fusée du LA. Avec ses moteurs au méthane BE4 issus de Blue Origin, elle apportera une concurrence renouvelée à la Falcon 9, qui sera bienvenue aux États-Unis et même dans l'ensemble du monde occidental. Nous voici arrivés au bout de ce DNDE. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch tous les jeudis matins à 9h pour la matinale DNDE Live. Vous retrouvez nos sources en description et n'hésitez pas à poser vos questions et remarques en commentaire. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité spatiale.